Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Voilà, regardez, ils sont là, Johan Lachor, Franck Quedru, Eric Sicora et Rémi Buzine de Brut. Ça va les copains? Ça va et toi? Ça va bien. Très bien, merci à tous de suivre Lens Foot les amis, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, on a encore battu un record là ces derniers jours en termes d'audience, donc voilà, un grand merci, je vous imagine, vous êtes chez vous, à l'heure du déjeuner, petite pause, au boulot avec un sandwich, en train de regarder sur YouTube Lens Foot ou alors chez vous dans le canapé, merci de nous être fidèles et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez Lens Foot les copains, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à Lens Foot sur YouTube. Alors, on commence l'émission, les amis, avec un message envoyé par un supporter. Lens Foot, vous le savez, est regardé partout dans le monde. On a eu des messages déjà d'Amérique. On a eu quoi? On a eu on a eu de l'Allemagne. On a eu de l'Angleterre. De quoi tu dis? Luxembourg. Exactement. Et bien là, nous partons en Guyane. Regardez le message. François qui nous envoie un message pour toute l'équipe. Merci pour votre émission. J'en loupe pas une. J'habite en Guyane, j'ai 35 piges. Je suis natif de Boulogne-sur-Mer et supporter du Racing Club depuis mon premier match à Bollaert, Lens, Montpellier, 1994 en demi-finale de Coupe de France où l'on perd 1-0. Bref, merci, bonne continuation et allez Lens. Ça fait plaisir ce genre de message les gars. C'est clair. Ouais, mais j'espère qu'il fait plus chaud qu'ici. Hein. Bah non, c'est le même climat, la Guyane et Boulogne, non, c'est pas. Au menu donc de cette émission épisode 20, on va débriefer bien évidemment le match face à Reims dans l'actu Lens Foot. On ouvrira un dossier qui touche tous les supporters, c'est le modèle Socios. Est-ce qu'un jour le Racing pourrait suivre le modèle du Barça? Joseph Ogourlian en a parlé, a commencé à ouvrir un petit peu la voie. On en parlera avec tous les consultants. Vous êtes prêts? C'est parti, vous êtes bien installés. Lens Foot épisode 20, c'est parti, c'est maintenant. Jingle. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, regardez, qui a été élu café crème de ce Lens Foot épisode 20? Eh bien, c'est Jonathan Klaus qui a été élu café crème par tous les supporters. Et alors, haut la main, 81%, Tchèque Doucouré 11%, Jonathan Grady 2%. Jonathan Klaus, quel match! Franchement, les copains de la mobilette alsacienne, 69 ballons touchés, une passe décisive, 2 passes clés pouvant amener un autre but et 4 duels gagnés contre 15 centres. Le café crème de Jonathan Klaus, c'est celui de Johan également. Hein. Johan, t'as vraiment kiffé la prestation de Jonathan Klaus sur ce match? Ouais, je pense qu'il a toutes les qualités du piston moderne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va très vite, qui est capable de répéter les efforts à haute intensité pendant tout le match. Et il a surtout une qualité de centre qui est vraiment très très intéressante. Il est capable de centrer en bout de course, capable de centrer aussi à une trentaine de mètres. Donc il est à même d'amener le danger à chaque instant. Et dès qu'il a un petit peu d'espace, il a cette faculté à mettre le ballon devant le but et toujours dans des zones très dangereuses. Et j'ai l'impression qu'il y a en plus une bonne entente entre Simon, Flo Sotoka et lui, et ce qui permet d'être encore plus performant. On a plusieurs messages. Alors forcément, Jonathan Klaus a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, vous en doutez. Regardez le message de Maxime. Jonathan Klaus, chaque match, on se dit c'est un monstre. Et le pire, c'est qu'on a l'impression, en fait, qu'il monte en puissance toujours plus, le gars. Rijo qui fait café crème pour Klaus, qui est clairement le meilleur joueur sur ce match. Quelle énergie, quel abattage décisif sur le but, le vrai homme fort de l'équipe. Et puis Roukitos, double café crème pour Jo Klaus sur ce match et aussi sur celui contre Nantes mercredi, donc en Coupe de France. Il est vraiment énorme et commence à être de plus en plus décisif. 2 passes D en 2 matchs. J'espère que Deschamps regarde nos matchs. Jonathan Klaus est-il un des meilleurs pistons français aujourd'hui? J'ai envie de poser la question à Eric Sicora. Un piston, déjà pour être piston, il faut que les équipes jouent à 5 ou à 3 derrière. Parce que le rôle, il n'est pas pareil. Tu as plus de liberté dans un système à 3 défenseurs centraux avec des pistons comme Klaus ou
Boura ou Silla ou Aïdara ou Michelin, donc beaucoup plus le temps d'aller poser problème. Moi, ce qui est intéressant, je rejoins tout ce qu'a dit Yo, mais lui, par rapport à d'autres, c'est que sa première touche, sa première orientation, elle est vers l'avant. Et là, à Reims, dès qu'il contrôle le ballon, il est tout de suite en position pour centrer. C'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que déjà là, il gagne du temps. Et après, il a un super pied. Il est vachement intelligent, comme sur le but, où il rentre dans la surface et après, il se précipite pas. Il prend le temps d'aller jusqu'au bout, fixé pour centrer en retrait. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs, je vais dire latéral droit au niveau du championnat. Ouais. Franck Dru. Non, il n'y a rien à dire. C'est ce que disait Yo, je trouve qu'il était fort positif aussi. Comme disait Eric à l'instant aussi, ses premières touches, c'était vraiment pour s'orienter, pour être dangereux. Donc il n'y avait pas de... Il ne pensait pas à contrôler pour faire une passe en retrait. Non, il pensait tout de suite à contrôler, aller vers l'avant et faire une passe vers l'avant ou finir sur un centre pour être dangereux. Alors, il est dans la continuité du match d'avant aussi. Hein. Donc il avait très bien fini le match et là, il a fait encore un gros match. Mais Aïdara aussi, de l'autre côté, en premier mi-temps, a fait une bonne prestation. Les latéraux en général. Rémi, est-ce que quand on regarde un petit peu le message là, de Rouquitos qui disait j'espère que Deschamps regarde nos matchs, est-ce que tu crois que Jonathan Klaus, s'il commence à performer comme ça régulièrement sur toute la saison, est-ce que tu crois que Jonathan Klaus pourrait être sélectionné en équipe de France, clairement? Est-ce qu'il pourrait être sélectionné? C'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, c'est une réflexion qui pourrait se poser un moment. Hein. Je veux dire, le Racing fait une très bonne saison et au tableau, après, je veux dire, il part quand même de très loin. Il part quand même de très loin de par son parcours atypique. Il y a aussi la question de l'âge, parfois, qui rentre aussi en compte. C'est vrai qu'en équipe de France, on a toujours envie de tenter parfois des profils qui sont plus jeunes pour assurer l'avenir, mais on ne sait jamais, hein, tout est possible. Hein. Il y a parfois des joueurs qui sont arrivés un petit peu plus tard. N'Golo Kanté, il a eu un parcours aussi atypique, je pense. C'est vrai. Mais justement, atypique, c'est que c'est pas une évidence. Donc il part de très loin et puis après ça dépendra aussi de la fin de saison du Racing et de ce qu'il fera aussi la saison prochaine. Hein. C'est qui là de droit en équipe de France? Ah ouais, justement. Alors avec qui pourrait C'est Pavard qui joue à droite, non? Ouais. Ça peut être une bonne alternative, je pense. Après, moi, je rejoins Sico. Ça dépend quand même dans quel système Didier Deschamps veut jouer, quoi. Parce que autant à 5, je pense qu'il est très performant. À 4, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. À 4, c'est plus compliqué, Sico, pour Jonathan Klaus? Bah, disons que tu dois défendre différemment que quand tu es à 5, puisque quand tu es à 5, tu as toujours ton défenseur central droit qui vient te couvrir. Donc, tu as cette liberté. Quand tu joues à 4, tu dois quand même défendre. Donc, l'apport offensif, il est moindre et tu dois aussi jouer par rapport à un adversaire direct. Et puis après, l'équipe de France, tu as aussi Je pense que Deschamps regarde aussi ce que tu fais au niveau européen et pour l'instant, il n'y a pas de match européen à son niveau. Donc, ça peut être un frein, mais je pense que là, on va trop vite, quoi. Ouais. C'est une question, voilà, mais pour moi, ça va. Ouais, non, on répond juste à la question. Non, mais c'est juste, voilà. Ouais, je comprends, mais aujourd'hui, ça me paraît. Mais ça serait pas. Non, mais ça serait pas bête. Ça serait pas bête comme choix, quoi. Je veux exactement. dire, parce que là, je vois pas d'autre latéral droit en France qui fait autant que lui fait. C'est ce que je disais à Rémi. Imagine, Captain, que Jonathan, jusqu'à la fin de la saison, réalise des grosses performances. T'es obligé d'avoir un œil sur l'équipe de France. Tu peux pas faire autrement. Ouais, mais je pense qu'il a son groupe Deschamps déjà. T'as le championnat d'Europe là, à mon avis. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème aussi. Dans le groupe, t'as Léo Dubois, notamment aussi. Ouais, mais il y a Léo Dubois aussi qui fait des bonnes choses. Donc après, il part de loin quand même. Hein. Tu le découvres. Ah, mais c'est ça. Ça peut être la bonne surprise pour lui, être dans le groupe ou dans les choisis ou en réserviste. T'as eu des Chibonda, donc. Non, après... Et en plus de ça, t'as quand même au-delà des performances, t'as aussi la médiatisation. On peut pas dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue national dans la presse, on parle beaucoup de Jonathan Klaus. Hein. C'est-à-dire que nous, on en parle parce qu'on regarde le Racing et on est à fond, mais est-ce que d'un point de vue national, ça titille autant que ça? Malheureusement, non. Ça va commencer. Il y a l'affaire de Monaco aussi. Assez anonyme en dehors de la sphère des gens qui suivent le Racing et qui sont passionnés de football. Après, le souci qu'on a, avec un personnage comme Didier Deschamps, on sait très bien qu'en termes de sélectionneur, c'est pas le sélectionneur qui va être à même de tester plein de joueurs. On sait qu'il a ses acquis, il reste sur ses bases.
C'est pas un homme qui aime tester. C'est ça le souci aussi. Après, je pense quand même qu'il a fait quelques tests avec des joueurs. On pense notamment au petit Thuram il y a pas très longtemps qui avait eu ses premières sélections aussi. Donc voilà, si à un moment donné il estime que ça peut lui servir et lui rendre service en tout cas en équipe de France, il le prendra. Après, ce qui est bien, c'est que son parcours est vraiment atypique pour le coup et il est vachement frais. Il est en pleine progression. Il a encore une marge de progression assez importante. Et surtout, c'est que dans la tête, il est encore comme un gamin de 20 ans. Donc, je pense que ça va jouer en sa faveur. Tiens, un petit tour de table, on va rigoler avec ça. Une petite question comme ça qui n'était pas du tout prévue. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'un Jonathan Klaus peut avoir une sélection dans l'année qui vient? Franck Quedru, oui ou non? Oui. Ok. Eric Sicora. S'il continue sur ces performances-là, oui. Bien sûr. Eric. En équipe de France A? Ouais. Non. Ok. Rémi? Très difficile, mais non. Non, quand même. Non. Bah, oui ou non? Johan? Non. Johan? Non plus. Ok, adjugé, rendu. Le classement, les amis du Café Crème. Regardez, donc pour cette nouvelle journée, toujours Seko Fofana en tête avec 3 Café Crème depuis le début de saison. Wagon de 2 Café Crème, Florian Sotoka, Loïc Badé, Arnaud Kalimwendo, Gaël Kakuta. Et puis ensuite, le wagon des 1 café, et bien on a Clément Michelin, Ismaël Bourra, Fortes, Jean-Louis Leca, Facundo Medina et Jonathan Klaus qui fait donc sa rentrée dans ce classement du Café Crème. On passe au débrief. Lance foot. Le débrief. Alors, le débrief de ce match, il y a beaucoup de choses à dire. On va démarrer par les stats avant d'ouvrir le bal. Et ça, je donnerai la parole à Franck Quedru pour ouvrir le bal sur l'arbitrage. Et je peux vous dire qu'à mon avis, ça va envoyer du pâté. On démarre avec les stats. 65% de possession de balle pour Lens. Regardez, 35% seulement pour Reims. On a 17 frappes lensoises, 6 cadrées, 6 corners lensois à 4. 6 grosses occasions lensoises, une seule pour Reims. Et puis on a côté passes, 528 passes lensoises, 85% de taux de réussite et 302 seulement pour Reims. 72 duels gagnés contre 57 perdus. Lens a été largement dominateur, les copains, dans tous les compartiments du jeu. C'est certainement le match le plus frustrant, franchement, depuis le début de saison. On va direct taper là où ça fait mal, je vous le dis. Quand c'est trop, franchement, c'est trop picot. Parlons de l'arbitrage. Franck, alors on y va. Là, faut y aller. Là, faut taper. Là. Bah oui, faut taper fort même. Non, j'ai envie de dire, dans le jeu, il a été correct. Il a laissé jouer. Il y avait des duels, c'était engagé. Il a laissé jouer. Il a été correct. Mais après, il y a des décisions par rapport à la VAR où il y a des demandes qui ont été logiques de vérifier. Ouais. C'est la dernière action, t'as le temps. Alors il dit que le match est fini. Bah justement, t'as le temps de regarder pour le penalty, parce qu'il y a penalty sur Fofana. Et j'ai envie de dire, je regardais le match, même Pierre Ménez a dit, mais c'est honteux. C'est quoi cet arbitre? C'est pas moi qui le dis. Même Pierre Ménez. Non mais, alors monsieur Hôtelier, faudra m'expliquer pourquoi il n'a pas voulu regarder un penalty, alors que ça sert exclusivement à ça, la VAR. Ouais. Pour voir s'il n'y a pas des fautes dans la surface et revenir dessus, justement. Et le temps mort était là. Donc il l'a dit. Au premier temps mort, tu regardes la VAR. Mais... Et là, il y avait pénalty. Je suis désolé. Que ça soit fini ou pas. Parce que la faute, elle était bien dans le temps imparti au jeu. Non, mais c'est affolant. C'est affolant. De toute manière. Moi, j'ai vu c'est pas la première fois. J'ai vu la vidéo 10 fois, même pour pas dire 20 fois. Franchement, mais c'est affolant. La faute sur Fofana en fin de match. Rémi. Non, mais c'est un véritable scandale. Enfin, franchement, déjà, t'es frustré par le scénario du match où tu devrais gagner au moins 1000 fois, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en fin de match, t'as ça et l'arbitre il siffle comme ça, il se passe rien derrière. Enfin, à un moment donné, la VAR, c'est pas un truc à géométrie variable, on l'utilise pas. Enfin, il faut y aller quoi à un moment. Enfin, moi personnellement, quand tu revois l'image, tu te dis, mais comment tu peux pas siffler penalty quoi? Ouais, En plus, ça. l'arbitre, il est pas trop loin. Ça me sidère. Franchement, moi, après le match, il y a des matchs nuls où des fois le scénario est compliqué, mais avec ça, à la fin du match, c'est à se demander. On dit la VAR, c'est une vraie évolution, c'est bien, etc. C'est vrai que c'est bien pour pas mal de choses. Mais quand derrière, tu es capable de rester 5 minutes pour voir si la balle, elle a franchi la ligne, bah pourquoi tu gardes pas 2 minutes en plus pour vérifier au moins l'action? Au moins vérifier
Il siffle ou pas, mais au moins il va vérifier. Là, il siffle, il se dit, bon, il n'y a rien. Bah, non, c'est pas normal et clairement, c'est un scandale d'arbitrage. Eric, t'as pas été fou devant ta télé quand t'as vu la faute, le fauchage? Non, mais l'autre, il défonce Medina, quoi. Fofana, il défonce. Fofana, excuse-moi, ouais. Oh, t'as vu quoi, toi, ce soir? Et non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que quand tu vois la dernière image, il prend le ballon, et je crois qu'il regarde Sotoka, il a l'air de dire, ben non, c'est la 96e, je peux pas siffler. Mais la faute, comme il dit Cud, elle est avant la 96e. Donc si t'as faute, que ce soit 94e ou 83e ou 10e, il y a faute, tu siffles, c'est tout. Mais moi, ce que je regrette, et ça commence à me gaver la VAR, c'est que les mecs dans le camion, je sais pas ce qu'ils font, sans déconner. Une belote. Non, mais on rigole, mais Ah, mais on c'est dit vrai. la VAR, elle est là pour aider l'arbitre, pour aider le football à ce que ça aille mieux, nanani. Mais déjà le match précédent, quand il y a deux, trois situations où la VAR fait pas son boulot, mais là c'est flagrant, quoi. Et c'est sur le sort du match. Alors les gens vont dire, ouais, tu dois gagner avant, effectivement, tu dois gagner avant. Mais là, tu as quand même un penalty. C'est un J'ai fait de regardé jeu. Amiens-Metz en Coupe de... C'est quoi, Coupe de France, je crois? Ouais. Ouais. Il y a une main dans la surface, elle est à la 92e, il a sifflé, il y a eu penalty, il y a eu engagement, le match s'est terminé. Donc aujourd'hui, je vois pas où est le problème. C'est parce que c'est Lens ou c'est parce que c'est... je sais pas, peut-être que Bah, si c'est une autre équipe, il y a penalty et moi, c'est c'est ce que j'allais terminé. dire, Sico. Donc J'allais te rejoindre aujourd'hui, là-dessus. c'est peut-être que l'arbitre il est mal placé, mais c'est l'incompétence des arbitres qui sont dans le camion, c'est tout. Mm. Ils sont là pour aider l'arbitre ne le voit peut-être pas, il est mal placé, mais je regrette, dans le camion, tu dois intervenir. Ou alors, il faut arrêter la VAR et puis on laisse arbitrer, parce que moi j'ai regardé des matchs de Coupe de France, j'ai regardé Nantes-Lens, moi je vais les arbitres de touche, quand il y a un hors-jeu, ils signalent de suite. Mm. Ils sont plus embêtés. Mm. Quand à la VAR, il laisse l'action se terminer, il peut se passer 30 secondes, t'as un défenseur, tu reviens comme un couillon, pour te dire, bah non, il y a hors-jeu. Ouais. Et là, en Coupe de France, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Donc la VAR, à un moment, soit ils font le boulot sérieusement, ou il faut l'arrêter, quoi. Et pour une fois, Pierre Ménès, il a eu raison. Ouais, il dit pas que des bêtises, c'est pas ça. Voilà. Tiens, regardez, alors vous en doutez, ça fait forcément jaser sur les réseaux sociaux. On a Praf qui écrit gros carton rouge pour la VAR, goal line technologie et les pantins dans le bus qui ne servent à rien hormis casser le rythme des matchs et tuer le foot. Bientôt un foot sans spectateurs et sans téléspectateurs avec leurs conneries. On t'a pas entendu là-dessus sur la VAR, sur ce fait de jeu là en fin de match. Ouais, après, je vais pas réitérer les propos de Sico et de Cud, mais c'est vrai que c'est scandaleux. Maintenant, peut-être pour défendre un peu l'arbitre, je pense qu'en fait, il est surpris de la sortie du gardien aussi. Parce que même moi, j'ai été surpris, je pensais qu'il avait le ballon assez facilement avec les mains. Et en fait, au dernier moment, il retire les mains et il tape avec les genoux les jambes de Fofana. Et je pense que l'arbitre est un peu surpris de ça. Et du coup, dans le marasme un peu de cette décision, il décide de couper court et de prendre le ballon, et ce qui était plus simple pour lui. Mais voilà, après, voilà, c'est vrai que la VAR, nous, en tout cas, ne rend pas beaucoup service au foot dans ces situations-là. Non mais c'est ça, parce que tu peux effectivement, l'arbitre peut être surpris, il peut ne pas voir, mais la VAR, elle est là pour dire attention, tu n'as pas vu, il y a ça qui s'est produit. Franck, franchement, il faut arrêter, il faut faire quelque chose avec la VAR, non? Pour moi, c'est la même action à la 96e ou 97e à Lyon ou au PSG, il y a pénalty. Ouais, voilà. C'est parce qu'on n'est pas assez médiatique, on n'est pas, voilà, ce que tu veux. Et du coup, bah voilà. Regarde, il n'y a que nous qui allons en parler de cette action. Ouais. Et dans l'équipe, tu n'auras rien. Dans tout ce que tu veux, dans tous les autres médias, tu n'auras rien. Mm. Donc voilà, par contre, ça fait ça à Lyon. Olias, il appelle tout. C'est dans l'équipe, c'est en une, c'est ce que tu veux. Moi, j'en suis persuadé que c'est parce qu'on n'est pas assez médiatisé. Eric, est-ce qu'on n'a pas manqué un petit peu de malice en fin de rencontre justement sur cette action? Est-ce que les joueurs, s'ils avaient montré leur mécontentement, tu vois, s'ils avaient mis un peu la pression sur l'arbitre, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire changer la décision? Est-ce qu'on manque pas un peu d'expérience? Justement, j'ai levé la main pour ça. Je pense qu'un mec comme Cahuzac, dans ce moment-là, aurait été peut-être important. Il aurait peut-être amené 2-3 joueurs avec lui et mettre un peu la pression sur l'arbitre et peut-être d'aller voir la VAR, pardon. Mais
ça manque. Après, t'es aussi un groupe jeune qui découvre, donc ça joue aussi contre toi. Et puis t'as pas des joueurs d'un niveau international qui ont cette faculté aussi à mettre un peu la pression sur l'arbitre. Et puis pareil au niveau du Ouais. coach et des dirigeants. On est bien gentil. Ouais. Voilà, c'est ça. Trop. Des fois tu gagnes des pénaltys comme ça, quoi. Mais bon, voilà, tu t'es fait connaître par le jeu. Je crois qu'il faut continuer. T'as la Ouais, frustration du résultat, mais dans le jeu, je veux dire, je préfère être aujourd'hui supporter de Lens que supporter de Reims. T'as pris qu'un point, mais non, mais Tu sans m'étonnes. déconner, quand tu vois la différence, à un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut Et bah faire justement, avec. Mais peut-être plus de malice et d'expérience t'aurait permis d'avoir ce pénalty à la 96e. Justement, tu le disais, Eric, on va parler de jeu maintenant. On va laisser ce problème d'arbitrage de côté. Ça sert à rien. De toute manière, on fera pas avancer le schmilblick comme disait l'autre. Avec le café crème de Johan Lachor. Johan, il veut payer un café crème à Tchèque Doucouré. Alors avant de te donner la parole, Yo, on va regarder les stats de Tchèque. Regardez, 59 ballons touchés, 92% de précision de passe avec 2 tirs, 4 duels gagnés, 1 interception. Encore très très précieux au milieu, hein, le Tchèque Doucouré, Johan. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, déjà, il est dans une forme, en tout cas, en ce moment, assez épatante. Et après, pour moi, c'est l'équilibre de l'équipe, quoi. Il est vraiment le relais entre la défense et l'attaque. Il permet à l'équipe d'être solide, d'être toujours bien en place, bien équilibré. En plus, il prend un peu d'initiative, c'est-à-dire qu'il a, à mon avis, une grande confiance maintenant un peu dans ses capacités et dans sa liberté d'action. Et il est capable d'amener aussi le jeu vers l'avant, que ce soit par des frappes ou des avant-passes D. Donc, moi, j'aime beaucoup le joueur en ce moment. Il est très discret, mais par contre, il a un abattage sur le terrain qui est vraiment assez impressionnant. Franck, un mot sur la presta Bah, de Tchèque. c'est exactement ça. C'est un peu le métronome, c'est l'équilibre au milieu de terrain, à couper les actions adverses, à repartir avec justement les défenseurs qui donnent la balle. Il fait le lien en fait avec les attaquants. Et voilà, comme a dit Yo, et il a 2 buts, si je me trompe pas, 2 frappes de loin. Et donc non, il fait une saison vraiment cohérente, j'ai envie de dire, et très bonne. Petit tour de table, les amis. La paire Doucouré, Fofana, est-elle la paire titulaire désormais au milieu de terrain oui ou non? C'est parti, tour de table. On démarre par Johan Lachor. Moi, je l'avais déjà dit dans une émission précédente. Je pense que c'est la Johan, meilleure- oui c'est- ou non? Oui, pardon. Voilà. Excuse-moi. Attention. Ah, si on peut Il a tout fait parler. une psycho. Sico est contagieux, bordel. Oh merde. Oh merde. Rémi, oui ou non? Oui. Oui. Franck Quedru. Oui. Et attention. Sicora. Ouais, c'est oui ou non, donc je vais te dire oui. Je peux pas- On n'a pas trop le choix en même temps. On va Ah, mais enchaîner, non, on va enchaîner les amis avec Medina, encore impérial derrière. Qu'avez-vous pensé de son match? Parce qu'en plus, Eric, c'est ton café crème. Toi, t'as kiffé la presta de Medina qui prouve hein, de match en match. Ouais, il confirme après, que ce soit pour Jonathan Klaus ou Tchèque Doucouré, ouais, c'est des mecs qui méritent d'être café crème sur ce match-là. Ouais. Je pense je le vois meilleur quand même dans les duels. Il en a gagné pas mal sur ce match-là, il a rattrapé des coups. Et je trouve que dans son jeu long, il a réussi par des diagonales à trouver Klaus plusieurs fois sur des ballons tendus et ça a permis à Klaus d'orienter déjà de suite vers l'avant pour aller percuter. Et je trouve que là, il a été mieux parce qu'il nous a fait peur aussi sur certains matchs au niveau de sa relance. Et je trouve que quand tu es bien physiquement, ça se ressent sur le terrain. Et lui, ça fait quelques semaines qu'il est bien et je trouve qu'il confirme. Donc, je voulais mettre ça en avant parce qu'on était tombé dessus aussi pendant un moment. Ouais. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Comme, Bah, il revient, comme il revient, Doucouré, c'est ça. comme Gradit, comme d'autres. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'il faut le dire. On était les premiers à dire quand il avait cette période pendant le mercato hivernal où là il avait des prestats en dessous de son niveau. On était là pour le dire, mais là c'est vrai que depuis plusieurs matchs il revient. Mais hein. Lance Foot est une émission honnête. Rémi,
Medina. Il est revenu. Bon, on avait parlé la semaine dernière avec les hauts, les bas, la sélection d'Argentine, le mercato hivernal. Là, on voit qu'il est revenu au top et il confirme. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que c'était pas un ou deux matchs, ça continue et ça a même tendance à s'améliorer. Le match qu'il a fait hier, pour moi, c'est l'un de ses tout meilleurs, hein. On voit vraiment un joueur qui s'affirme, qui devient, je vais pas dire le patron de la défense, mais il y a quand même à certains moments où c'est lui qui va bouger à gauche, à droite pour sauver quelques ballons un peu chauds quand le peu que Reims a pu en avoir en seconde mi-temps. Il est là et je l'ai trouvé même très bon dans ses interventions, parce que c'est vrai que parfois on appuie sur le fait qu'il est parfois avec des interventions peut-être un peu trop intenses, un peu trop rugueuses. Là, je l'ai trouvé encore un peu plus correct. J'ai l'impression qu'il s'améliore de ce côté-là, et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il doit progresser, et il progresse notamment là-dessus. Donc, on est en train de voir un joueur qui monte en puissance et qui est peut-être même encore plus intéressant que ce qu'on voyait en début de saison. Alors après, attention à confirmer, hein, là c'est 3-4 matchs, Mm. il reste encore une bonne dizaine avant la fin de saison, donc il faut qu'il continue comme ça, quoi. Et quand on parlait de défense, forcément, il y a Medina, il y a Badé et il y a Grady. Grady, regardez les stats qu'il a fait sur ce match face à Reims. 106 ballons touchés. On a 13 duels gagnés pour Jonathan sur 15. 2 fautes subies, 4 interceptions, 3 tacles réussis, 3 dégagements et un tir contré. Une défense donc encore très très solide. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur trio possible, cette défense qu'on a ces derniers temps? Petit tour de table, on y va, c'est parti, attention. Et là, vous savez quoi? On va commencer par Eric Sicora. Eric? Oui. Oui. Oh, Johan Lachor. Oui. Rémi Buzine. Oui, majuscule. Franck Quedru. C'est une lettre, ça, oui. 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 Rémi, t'es fan de ces 3 joueurs? Mais largement, enfin, je veux dire. Bon, alors, Steven Fortes et Aïdara, on en a longuement parlé. Ils ont fait plus qu'un bon intérim. Ils ont même été bons. Et on a même pu être surpris de leur niveau de jeu. Ils ont pu se mettre au niveau. Mais quand tu as les trois qui sont à leur meilleur niveau, comme tu vois hier, avec Medina, Badé, Gradit, c'est une défense de très haut tableau. On parlait de Jonathan Gradit la semaine dernière, mais à juste titre, c'est un joueur dont on doit parler beaucoup plus parce qu'il est très important dans cette défense. Lui aussi, je trouve qu'il progresse de match en match. On avait parfois parlé d'interventions trop rugueuses où il y avait eu des pénaltys qui avaient été concédés. On voit qu'il prend confiance, qu'il monte en puissance aussi. Et quand les trois sont à leur meilleur niveau, bah, désolé, mais les autres derrière, ils ont beau faire le maximum, mais il y a une classe d'écart quand même. Donc c'est des joueurs hyper importants et on a la chance d'avoir une défense solide. Et si derrière, tu as un joueur comme Jonathan Klaus qui arrive à pouvoir se régaler sur son côté, c'est parce que derrière, tu as justement un Jonathan Gradit qui est Ouais. patron, quoi. Tu sais que tu peux t'appuyer sur lui, tu sais que tu peux jouer vers l'avant. Donc, si on parle de Klose, parlons aussi de celui qui est à côté de lui, Jonathan Grady, qui fait un super match également. Je le disais la semaine dernière, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce que t'as Medina, Badé qui nous ont bluffé de par le fait qu'on les connaissait pas du tout et qui sont des recrues dont il faut saluer justement la cellule de recrutement d'avoir investi sur eux. Je veux dire, quand tu mets Badé titulaire en début de saison, le gars il a 7 matchs au Havre, c'est un coup. Aller chercher un mec en Amérique du Sud comme Medina, c'est un coup autrement dans le sens où il était très convoité par d'autres clubs, on arrive à l'avoir. Mais d'un côté, tu as Gradit qui a élevé son niveau de jeu et qui fait une super saison. Donc de loin, franchement, c'est une défense très solide et on est content de les avoir. Et on Alors, espère c'est les des avoir encore c'est des défenseurs très solides, mais en plus, ils sont pas embêtés avec le ballon. Tous les trois, ils peuvent porter le ballon, aller provoquer la ligne et casser des lignes avec balle au pied. Ouais, ils sont à l'aise Donc, techniquement. ouais, ils C'est sont ce à que l'aise j'aime bien chez techniquement. Gradit, c'est Voilà. ça. Ouais. C'est dès qu'il prend le ballon, il essaye de casser une ligne, il va fixer un peu la ligne d'attaque ou les milieux off, et c'est vachement intéressant pour des gars comme Calcutta, par exemple, Ouais. qui se régalent après dans les interlignes, quoi. Alors après la défense, on va enchaîner les copains avec l'attaque. J'aimerais qu'on ait un mot sur la prestation de Simon Banza. Qu'avez-vous pensé du match de Banza? Regardez, parce qu'il a été quand même très sollicité sur les réseaux sociaux. On a Félix Fort de Café qui nous envoie un message sur Twitter. Il fait tacle par derrière moi avec les 2 pieds décollés pour Simon Banza, toujours aussi fantomatique. Désolé de le dire, mais il n'a absolument pas le niveau Ligue 1. Prêtons-le dans un championnat étranger pour l'endurcir et prenons un vrai buteur. Là, ça n'est plus possible. Je trouve que c'est très dur comme message, les copains. Qu'est-ce que vous en pensez là du message de Félix? Eric? je sens que Captain Sico, il va envoyer là. Ah, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Pourquoi? Mais non, mais Sotoka, il a été meilleur que Simon Banza dans ce match-là. Si tu veux commenter les trucs, tu regardes offensivement les deux, ils ont eu un match compliqué. Ça c'est voilà. Après, les critiques, c'est toujours facile. Quand il marque le but à Marseille, le même supporter te dit Simon Banza, c'est le meilleur attaquant du monde.
Donc à un moment, il faut aussi relativiser et puis faire attention. Tu peux pas non plus toujours être bon. Je trouve qu'il a été meilleur en deuxième qu'en première mi-temps, mais après, c'est un supporter, tu vois pas non plus. Après, Voilà. alors, je veux pas Il prendre dit ce la. qu'il a envie de dire. Après, voilà. Après, c'est un match compliqué pour Simon. Je vais pas dire qu'il a été bon, Simon. Ouais. Mais de là à dire il faut le prêter à un club étranger. Non, mais déjà, un club étranger, mais les mecs sont. Non, mais La fumette un peu. par contre, Voilà, faut arrêter. il y a pas mal de reproches qui reviennent sur le fait que Simon est beaucoup trop souvent hors jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Johan? Non, après, je pense que surtout ce qui est intéressant, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que Simon a des qualités. C'est quelqu'un qui est plutôt un joueur de fixation, qui a besoin d'un peu plus d'espace, qui est très Mm. bon quand il doit être devant le but avec un peu d'espace devant lui, justement pour couper les trajectoires. Maintenant, si on lui demande d'être dans l'entrejeu, de se déplacer, d'être vif, enfin, voilà, c'est pas du tout le même style. Donc, effectivement, sur un match comme ça, où on a une équipe de Reims qui joue relativement bas, qui a beaucoup de densité, c'est des matchs qui sont plutôt compliqués pour lui. Voilà, donc chaque joueur a ses caractéristiques, chaque joueur a des facilités sur certains matchs, contre des équipes, contre certains systèmes. Et là, c'est sûr que le système de Reims ne facilite pas, en tout cas, la performance de Simon. Maintenant, est-ce qu'il est trop souvent hors jeu? Est-ce qu'on revient simplement sur le but qu'il a marqué? Ah ouais. Enfin, qu'il a marqué, qu'on aurait dû marquer, mais voilà, c'est une situation. Il est en position d'attaquant, il est là aussi pour étirer les lignes et pour se coller sur les défenseurs centraux. Donc voilà, moi je trouve qu'il est dans son rôle en tout cas de ce qu'il sait faire. Franck? Ce qui serait Un peu bizarre, dur, c'est que ça soit Grady qui soit tout le temps hors jeu, quoi. Ça serait bizarre. Mais que C'est un ça peu- soit l'attaquant de pointe, ton joueur le plus haut sur le terrain, qui essaye d'être à la limite et d'essayer d'étirer les lignes pour que les joueurs comme Gaël ou Seko Fofana arrivent à se mettre entre les lignes, c'est un peu plus logique, non? Donc je pense que non, il est dans son rôle. Après, ça joue à allez, un pas sur le but qui soit c'est hors un jeu. peu, c'est un peu dur quand même, je trouve, mais à mon sens, il aurait dû être remplacé quand même un petit peu plus tôt pour trouver peut-être un profil différent. Je pense à Arnaud Kalimundo qui avait peut-être le profil parfait pour finir le match. On a beaucoup critiqué justement le fait qu'il manquait peut-être un finisseur. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de jeu du Racing hier, moi je me suis quand même posé la question à un moment donné. J'avais l'impression qu'on était en supériorité numérique, quoi. Ouais. Tu transperces le milieu de terrain avec une facilité, ça joue. Franchement, au niveau qualité de jeu, hier, c'était vraiment Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'une des meilleures performances collectivement de ce côté-là. Mais malheureusement, dans la finition, c'est là où ça pêche et c'est le plus important, c'est le jeu dans les deux surfaces. Bah, il y a de la malchance, t'as un but à 1 cm, même à 1 mm qui rentre pas. Et puis c'est vrai que le profil de Kalimundo, je pense, aurait pu être précieux. Moi j'étais. Euh, Enfin, moi par exemple sur le coaching hier, voilà, je me pose un peu la question. J'étais un peu dubitatif sur le fait que Banza soit pas remplacé plus tôt. Et par contre, j'étais un peu surpris de la sortie de Kakuta et de Klose Mm. alors qu'ils étaient plutôt bien en place. Peut-être que Kakuta était un peu fatigué, mais par exemple, quand Mauricio rentre, je trouve que ça perd on est un temps en dessous. Michelin rentre pas trop mal, mais Klose était encore dedans. Regardez, alors justement, tu parles de ça. Belle transition, Rémi, bien joué. On a Renzo Toca qui écrit moi, le tacle par derrière, j'hésite entre Simon Banza et Franck Hez. Banza, donc, n'a pas le niveau Ligue 1. On trouve que c'est beaucoup trop dur, ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Et c'est frustrant de le voir jouer quand on voit ce qu'on a sur le banc. Franck Hez, parce qu'il doit faire ses changements beaucoup plus tôt et enfoncer Reims quand ils sont dans le dur. Et un Xicora, est-ce que Franck Hez a-t-il trop tardé pour réaliser ces changements? Est-ce que il aurait pas dû le faire un peu plus tôt quand même pour essayer de bouger et bousculer Reims encore plus que ce qu'on a fait depuis le début? Je sais pas, peut-être que lui, dans sa tête, ce qu'il voyait, ça lui convenait. Après, faire des changements pour faire des changements, c'est toujours un peu embêtant. Forcément, quand tu fais un partout, tu te dis, bah, le coach, il a mal géré. Hum. Euh, voilà, après, j'en sais rien. Lui, il pensait peut-être que ça allait passer parce qu'il dominait tellement que les ballons arrivaient du côté gauche, du côté droit. Enfin, tu te dis à un moment, c'est pas possible, ça va passer, quoi. Et donc, il voyait peut-être ça comme ça. Après, forcément, que quand tu regardes le résultat, tu dis, bah, il aurait dû. Mais Ouais. c'est toujours facile après les matchs de dire, hein, si on avait su, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci.
Et s'il fait 2 changements et puis qu'il met 2 petits, Kalimuendo et Corentin Jean, et que tu perds le match de 1, les gens vont dire oh putain, mais qu'est-ce qu'il a encore fait, Francaise, il a fait des changements. Et non, mais c'est ça, c'est ça aujourd'hui le football. Après, nous, c'est facile de dire après un match, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand tu es sur le banc, tu vois le match différemment et tu domines tellement que tu te dis, mais de toute façon, avec Sotoka, Banza, on va y arriver. C'est ça. T'as les centres qui arrivent, enfin, tu vois, c'était. Faut pas accuser la différence. Donc, si tu voilà, dominais, comme Eric a dit, on a dominé. Et quand tu domines et que tu es dans une bonne période, tu vas pas changer pour changer. En fait, c'est ça. Mais si au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, tu avais, j'ai envie de dire, bloqué et que Reims reprenait un peu le dessus, là, ouais, tu aurais pu faire des changements pour essayer de réinjecter un peu de vie, pour retourner la situation. Mais là, je pense que. Après, attention, au Kalimuendo, ce qu'il a montré ces derniers temps, on sait qu'il est en grande forme. Johan, t'aurais pas fait rentrer Kalimuendo plus tôt ? Bah, je ne pense pas. Je pense pas parce que je rejoins un peu Sico, c'est-à-dire que quand on est sur le banc, il y a une domination qui est tellement outrageuse de la part de Lens, avec une multitude de centres, des ballons dans la surface, voilà, une situation vraiment omniprésente, en tout cas devant le but de Reims. Pour moi, les joueurs qui ont le plus d'impact dans la surface restent Banza et Sotoka sur le coup. Je veux dire, c'est des joueurs qui sentent bien les coups. Simon Banza a marqué quand même quelques buts sur des centres. Sotoka, pareil. Donc, que Kalimuendo et Corentin Jean, c'est plus des joueurs qui sont un peu dans l'interligne, capables de prendre le ballon, de percuter. Donc, moi, je pense que Franck, il est resté sur son idée, voilà, avec tous les centres, avec toutes les situations de ballon dans la surface qu'on a, on va forcément à un moment donné avoir un petit peu de chance, que ce soit avec Simon ou avec Flo. Et c'est ce qui aurait pu se passer sur le but. Hein. Je veux dire, refuser avec la goal line, mais ça aurait dû se passer. Donc voilà, moi je pense que quand il y a une domination comme ça, on n'est pas forcément à même de vouloir changer parce que, je veux dire, il n'y a rien qui allait mal, quoi. Parce que l'équilibre, c'est important, l'équilibre. Rémi, peut-on clairement dire que Lens a perdu 2 points face à Reims ? Je pense que la question elle est vite répondue, comme diraient certains. Franchement, non, mais pour le coup, qui n'a pas été frustré après ce match? Et j'enlève l'action de la fin du match, hein. Ça rajoute un sentiment décuplé, mais en soi, quand tu as une domination aussi outrageuse, la qualité de jeu hier du Racing elle était d'un très bon niveau. C'est pour ça que je peux aussi rejoindre ce que disent Eric et Johan justement sur le coaching. On se dit peut-être c'est tardif pour certaines choses ou pas, mais c'est vrai que sur l'instant, tu vois que tu as une domination outrageuse et je veux dire, il y avait largement plus de chances que tu marques le deuxième but que de finir à un partout, quoi. Donc c'est frustrant. Et par rapport à Kalimuendo, des fois je me pose la question que si c'est pas lié à cette question d'option d'achat là, au fait que s'il marque un certain nombre de buts, l'option peut certainement monter parce que on se rend compte qu'il joue très peu par rapport à ce qu'il montre. À chaque fois qu'il joue, il est très performant. J'ose pas croire qu'il y a un problème Kalimuendo. Quand on voit son temps de jeu par rapport à ce qu'il montre, il y a un écart quand même. Il n'est pas récompensé à la hauteur de ce qu'il fait en termes de temps de jeu. Clairement. Comment, une dernière question pour clore le débrief, les amis. Comment faire pour éviter de perdre des points bêtement sur ce genre de match ? Est-ce qu'il y a une solution ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus pour repartir avec les 3 points face à Reims, selon vous ? Marquer un but de plus, peut-être. avoir des bons arbitres, avoir une VAR qui ne joue pas à la belote. Non, bah après, c'est avoir un peu plus de réussite, je pense. C'est tout. Hein, parce que dans le jeu, tu as montré que tu étais largement supérieur à Reims. On concède encore l'ouverture du score, mais ils n'ont jamais paniqué, encore une fois, comme à Nantes, j'ai envie de dire, en coupe. Et je pense on est toujours resté dans le match. Et encore, la supériorité, elle était... Ouais, comme on dit, c'était Reims, j'aurais dit la CFA de Reims. Je te jure. Pour tout dire. Et c'est pas manquer de respect, mais c'est juste. Mais l'écart de dingue. Hein. Non, mais t'as raison. Pour tout dire. Catastrophique. Pour tout dire. Yo, tu nous as envoyé un message, on a un groupe WhatsApp. Yo, il a envoyé un message en disant mais Reims, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Non, mais sérieux. Pour moi, je les ai trouvés catastrophiques, quoi. C'est d'une vraiment, alors, je tristesse. sais pas s'ils ont joué toute la saison comme ça, mais en tout cas, sur ce match-là, c'était triste. C'était catastrophe. Triste. Un sirop, un Sico, ils sont rincés. Sirop.
Un sirop, t'es rincé, sirop. Mais c'est même encore plus C'est toi qui as faible rincé, que Dijon Franck. et Nîmes, hein. C'est ça qui est frustrant. C'est même encore plus faible que Dijon et Nîmes quand on les a affrontés. Ouais. C'est vrai que par rapport à Dijon et Nîmes, il y avait un peu plus de répondants. Là, franchement, t'as l'impression que c'était un match de Coupe de France où t'as une équipe qui subit du début à la fin en attendant de pas rompre pour prendre le second but, quoi. Bah, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème à Reims, mais je vais vous dire un truc, c'est pas le nôtre. C'est pas notre problème. Nous, on est Ouais, ils Lensois. sont pas si mal classés que ça, hein. Le maintien, ça devrait se faire, hein. Je pense aussi. Allez, on passe à l'actu Lance Foot. C'est parti. Bon, on va ouvrir le dossier dans cette actu Lance Foot cette semaine. On va ouvrir un dossier qui intéresse beaucoup de supporters. C'est le modèle Socios. Avec une question, aujourd'hui, le modèle Socios peut-il s'implanter en France et qui plus est, à Lens? Alors, être Socios, c'est quoi déjà? Être Socios, c'est un projet, on va dire, de vie, hein, qui place la passion et l'amour du maillot au cœur du système directionnel d'un club. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui dans Lance Foot? Parce que Joseph Ogourlian, ces derniers jours, dans le journal L'Équipe, a évoqué la possibilité donc de lancer le modèle Socios au Racing. Regardez, dans le journal L'Équipe, Joseph Ogourlian a dit « Lens se prête naturellement à avoir des Socios. On verra en fonction de l'appétit des supporters et on le co-construira avec eux si possible. Ce sera des montants raisonnables, 10% du club, pourquoi pas. Soit on fait entrer les fans comme actionnaires au capital avec des droits particuliers, soit en tant que sympathisants comme un super abonnement chaque année. Je n'ai pas fermé la porte non plus à l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. Donc ça fait beaucoup parler. Petit tour de table les amis, est-ce que le modèle Socios peut s'implanter à Lens selon vous? Oui ou non? Franck Quedru. J'ai envie de dire que ça comblerait la perte des droits d'image. Oui ou non? Non. Eric Sicora. Non. Ah ouais? Johan Lachor. Oui. Ok. Rémi Buzine. Oui. Alors Rémi, vas-y, développe un petit peu. Pourquoi toi tu crois à ce modèle Socios à Lens? Parce que je trouve que ça correspond bien au Racing Club de Lens, fait de vouloir impliquer le public. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de recul sur la réussite ou non à l'étranger, mais le fait au moins de tenter l'idée, je pense que c'est quand même pas mal quand tu as un club justement avec des supporters qui sont aussi engagés. Ça a même aussi quelque part une certaine valeur symbolique. Alors, Le fait ouais. qu'ils soient présents au sein du club, qu'ils puissent peser sur les décisions du club. On dit tout le temps que les clubs de foot sont très éloignés de leur base du public. C'est-à-dire que les supporters, ils peuvent venir une fois à l'entraînement par semaine. Bon, maintenant, même plus du tout, mais bon, ça, c'est pour d'autres raisons. Bah, c'est une façon aussi de pouvoir les impliquer, peut-être d'avoir plus de transparence dans les choix opérationnels qui sont faits au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et après, le deuxième point que tu soulevais sur les investisseurs minoritaires, en soi, il avait déjà évoqué quand il est arrivé au Racing, hein. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler sur les réseaux en se disant attention, Joseph Ogourlian ouvre la porte à des investisseurs, mais il a dit en arrivant au Racing qu'il était toujours prêt et à l'écoute s'il y a des gens qui étaient prêts à investir auprès de lui. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Déjà, il faut que Joseph Ogourlian garde la main. Je pense que ça, on sera tous d'accord là-dessus, j'imagine. Mais que si derrière, il y a des gens qui veulent apporter un petit peu d'un point de vue local aussi, bah, c'est super. Alors, tu disais le modèle Socios à l'étranger. Alors, forcément, l'exemple, on a tous le Barça, le Real Madrid. Ça marche très très fort en Allemagne avec le Bayern de Munich. Ça marche énormément au Portugal avec le Benfica. Tiens, petite question avant de donner la parole à Franck et à Eric Sicora qui ont répondu non à ma question tout à l'heure. Petite question, est-ce que vous connaissez les 4 clubs avec le plus de Socios dans le monde? À votre avis, quels sont les 4 clubs? Premier, c'est Benfica. Non. Barcelone, c'est 117 000, je crois, non? Non. C'est pas 245 à Benfica. Non. Non, T'as des bons chiffres. c'est pas au Brésil. Yo qui me dit t'as les bons ou chiffres. Argentine. J'espère que j'ai les bons chiffres. En Argentine, non? C'est Brésil Ouais. ou Argentine, non? Non, c'est Rémi Buzine qui l'a dit. C'est le Bayern de Munich. Alors si mes chiffres sont bons, parce que l'AIO il met une pression d'enfer. Bayern de Munich numéro 1 donc dans le monde en termes de socios avec 293 000 Il y a socios. un peu que j'ai triché sportsud.fr. Oh là là, le salaud. Parce que moi, j'avais bossé le dossier en amont et il me semblait que Benfica, c'était le premier avec 245. Non, Benfica. Je sais pas si c'est la même source que toi, parce que c'est le premier truc qui arrive sur Google, donc Benfica était premier il y a quelques temps, mais c'est le Bayern qui est repassé devant. Apparemment, les deux clubs se tapent la bourre. Deuxième, donc Benfica de Lisbonne avec 230 000 socios aujourd'hui. Troisième club, à votre avis, les copains? Ne regarde pas, Rémi, t'es chiant. Franck, à ton avis, le troisième club? Eric? Moi, je te dis Barcelone, Ouais, 117 c'est 000, ça. après, je Ouais. sais pas. Non, Ouais. Barcelone, ils ont grimpé. 117 000, c'était en 1962, à mon avis. Là,
Là, c'est 223 000. Non, mais t'es toujours en train d'allumer. Tu mets ton téléphone, tu tapes Socios Barcelone, mon gars. Ouais. C'est 117 000. Non, 223 000. 223 000. Moi, j'ai vu l'info de Sico aussi. Hein. Oh, c'est pas possible, oh. Attends, je vais la Et moi, trouver. je serais toujours derrière Sico. Alors, Non, sois à côté de moi, que pas derrière. À côté, s'il te plaît. derrière. Et en 4, c'est le club argentin Je te soutiens, Eric. de Boca Junior avec 206 000 socios. Moi, je croyais que c'était Boca le premier, tu vois. Alors, pourquoi vous y croyez pas, vous, à ce modèle socios, à Lens, Eric et Franck? Tiens, donnez-nous un petit peu vos arguments, là. Alors, moi, je vais pas contre la passion des supporters, tout ça. Mais un club doit être géré par... pas par les supporters, parce qu'ils verraient que... Je sais pas, je vois pas, en Non, mais fait, tu donnes- c'est tu- difficile d'expliquer ce que je ressens. En fait, ça Non, mais je sais ce que tu veux dire. T'es en c'est train de dire... dérangeant. Ouais, t'es en train de te dire, là, ce que tu veux dire, c'est voilà, les grosses décisions, ça doit être un patron, un président, un directeur sportif, etc. Sauf que les Basta. socios, attention, les socios n'ont pas le droit de tout dire et c'est pas eux qui décident de tout. Même au Barça, même au Benfica. Au Barça, par exemple, là, ils ont eu un mot à dire, Non, mais ils votent pour le t'ouvres la président. porte. Bah ouais, t'ouvres la porte. Oui, non, mais tu peux leur donner. Moi, je trouve ça normal. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'un club populaire comme Lens? Non, mais sérieux. Un club populaire comme Lens, qu'est-ce qu'il y a de plus normal que tu leur dis, voilà, vous êtes tellement important pour ce club. C'est normal que le club vous appartienne Continuez à une faire ce que vous partie. faites, c'est très bien. Mais donne-leur un bout du club. Moi, je trouve ça Pourquoi normal. Ça a une valeur plutôt symbolique, non? Mais ouais, c'est ça. Tu leur donnes Eh 10-20% c'est du symbolique. club. Ça reste comme ça. Mais non. Enfin bon, Mais symboliquement, ouais, je trouve chacun. que c'est pas mal. En plus, Non, ça moi apporte je trouve ils font ce qu'ils font très bien. Eric, Continuez à le faire, à ouvrir, ça sert à rien. Eric. On n'est pas Barcelone, on n'est pas. Mais c'est pas une question d'être Barcelone, Eric. Bah, Ça t'amène, en fin de compte, ça t'amène quoi au club? Bah, ça va emmener déjà de l'argent, je te signale. Ah, mais attends, tu regardes à Barcelone, j'ai vu la part là, ce que j'étais en train de Ouais. regarder là. Mm. C'est 177 euros. Ouais. Et Eh ben- il y a 170 000 socios dans le monde. Eh ben, t'imagines? Ça te fait combien? Bah, là, imagine, tu mets, allez, on va dire, tu mets pas 70, tu mets 80 euros. Tu ouvres le capital à 80 euros pour Lens. T'imagines 60 000 socios. J'ai fait le calcul, ça te fait 6,4 millions. 6 000 socios? Non, 60 000 socios à 80 euros, ça te fait 6 400 000 euros. Ah, les 60 000, faut les trouver. Et- Hein. Bon, Mais tu toi, rigoles mais ou toi, quoi? toi, Mais tu mais les toi, as demain, t'as tes pas socios. d'idée, Et toi, tu On peut rêves, toi, penser non? que t'as beaucoup de gens pour Ah, payer mais un vous- abonnement. Enfin, Non, mais vous rigolez ou quoi? économique qui est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de supporters, ils saignent en deux pour payer l'abonnement. Mais je le Et sais. on- Ben, moi, je te fais le pari que tu ouvres le capital aux socios, tu dis voilà, ces socios, c'est 80 euros par an, t'as Bah, 50 ouvre le 000 ou 60 capital 000. lance foot et paye tes. Attends, juste, Cyril, t'es sûr que 60 000 Bah, bien sûr. fois 80, ça fait 6,4 millions? Eh ben, 80 euros par 60 000. Ça fait 48 déjà. Mais qu'est-ce que Il vous faut- racontez? bizarre, ça, quand Non, mais les gars, attendez, c'est pas possible. Vous Ça faites... fait 4 millions 8. 4 4 millions 8, je veux bien, mais 6 Ça millions fait 400. Ouais, bon, allez, eh, oh, on était T'as un à 2 problème millions avec les chiffres, quand près. même. Ah, on est à 2 millions près. Ah, c'est bon, les gars, vous allez pas me. Sans déconner. C'est bien. fact-checking de l'émission. Et l'émission a fait 55 minutes au fait. Oh l'imposteur, Cyril jamais. Encore une loupade. Non, mais Non mais sérieux, Cyril, après Oui, Captain. tu leur donnes tu parles de socios, Ouais. ils ont allez, 80 euros, tu leur non mais attends, si tu leur donnes 80 euros, c'est que quelque part et tu leur donnes du pouvoir quelque part où ils ont le droit de. Ils ont un droit de vote, en fait. Ouais, ils ont un droit de vote Ouais. sur certaines décisions, pas toutes les décisions, mais ils ont un droit de vote. Quelle décision? Tu vas jouer en rouge ou en sang et or? Les Bah. décisions financières, ils vont jamais, ils vont pas intervenir là-dedans. Non, ça peut être par exemple, tu vois, là, le Barça, c'est sur l'élection du président. C'est sûr, ils ont eu un Mais mot le à dire président, sur aujourd'hui, la c'est Joseph rénovation de Ougourian. Camp Nou. La rénovation Attends, du mais- stade, ils ont eu le droit de voter. Le président, c'est Joseph Ougourian. C'est lui qui amène l'argent. Aujourd'hui, tu vas dire au mec, vous votez, c'est Joseph, Mais vous non. gardez Joseph ou pas? Bah, Non. tu me dis ça à Barcelone. Non, je te dis ce qui se fait à Barcelone. Je te dis pas ce qui est. Voilà, il faut pas que ça se fasse Donc non tu plus dis comme ça. rénovation du stade. Bah, tu vas dire aux supporters, ils vont te dire un stade de 100 000 spectateurs. Non, moi je vous dis, Quel intérêt? Quel intérêt? Moi, je sais pas, moi je suis un peu. moi je pense sceptique que par ça rapport à serait logique et normal. Et puis,
Je sais pas. C'est plus une valeur symbolique en fait et plus de transparence dans les décisions. Alors, tiens, regardez, on a posé sur lancement.com, on a posé la question aux supporters. Que pensez-vous du modèle Socio au Racing Club de Lens? Ils vont dire oui. Bah oui. Attends, mais c'est pas si évident que ça, regardez. Ils leur Oui. donnent du pouvoir. Mais attends, regarde. Oui, intégrer de plus en plus les supporters est une bonne chose. 48%. Mitigé, il faudrait voir les modalités. 34%. Et non, chaque acteur du club doit conserver son rôle spécifique. 18%. Donc c'est pas si évident que ça, tu vois. C'est pas, comme, c'est pas comme tout le monde. Voir les modalités. 18% non, et 72% oui, non. Ouais, parce que voir dans les modalités, si tu leur donnes des choses sur lesquelles ils ont un regard sur le club, tu as les 38 qui vont aller dans les 46 ou je sais plus quoi. Donc c'est toujours pareil, tu vois. Mais, allez, on passe. Voilà. On passe au jeu. Bonne question quand même. Très bonne question. Merci beaucoup pour ta réponse, Eric. On y va. On passe au jeu des pronos. C'est parti. Jingle. Lance foot. Le jeu des pronostics. Allez, le jeu des pronos. Regardez-moi ça. Alors le prono, attention. Le classement bouge. On a eu trois bons pronos. Hein. Donc 1-1 face à Reims. On a eu. Non mais pourquoi Johan, tu lèves le doigt? T'as pas marqué? T'as pas marqué encore? Mais non, t'avais pronostiqué 1-0. Moi, je marque jamais en fait. T'avais pronostiqué 1-0. Ah, mais je te jure, Johan, il m'envoie un message. C'est bon, j'ai gagné, je monte au classement. Mais non, t'as pas monté au classement, yo. T'avais pronostiqué 1-0 victoire de Lens. Non, les 3 matchs nuls, les 3 bons, c'est Guillaume Gillet, Alaïdi Niaya et Sylvain Charlet. Voilà. Ils avaient pronostiqué tous les 3 1-1. Donc eux, ils marquent 3 points. C'est pour ça que je suis d'autant plus dégoûté pour la VAR. J'avais dit 2-1 pour Lens. Avec eux, on avait dit 2-1 pour Lens. Moi aussi, je crois. Non toi, qu'est-ce que t'avais dit, Rémi? Rémi, t'avais dit 1-0 pour Lens. Ah, bon, okay. Sico, il avait dit 2-1. Sico avait dit 2-1 et Cud également avait dit 2-1. Walid avait dit 2-0. Voilà. Donc le classement, regardez. Guillaume Gillet, les copains, attention, Guillaume Gillet s'envole. 13 points pour Guillaume Gillet, number 1. Suivi à la culotte par Sylvain Charlet avec 11 points. Et alors, la remontada, les copains, de Alaïdi Niaya, qui était dans le bas-fond du classement. Et au bout de 2 journées, il est passé 3e avec 8 points. Franck Quedru 4e, 7 points. Eric Sicora 5e avec 6 points. Rémi Buzine 6e avec 5 points. Walid Mesloub 3 points, 7e. Et Yo 8e avec 1 petit point. Alors, bien, pas pour l'instant, ça. C'est bien, Rémi, c'est mieux qu'MPG. Allez, prochain match contre Dijon avant le prono. Regardez la compo probable qu'on vous a faite contre Dijon. Dites-moi ce que vous en pensez. La compo de Lens Foot. On a mis Kalimwendo en attaque. Juste un truc, Cyril. Vas-y, Sico. Je te coupe. Vas-y. Et celle de Nantes, un peu qui était pas mal. Oh putain, et tu peux pas savoir à quel point je me suis fait charrier sur les réseaux sociaux. Je me suis fait charrier, mais c'était bien, c'était sympa. C'était Pardon Cyril de t'avoir coupé, mais j'étais obligé de le dire. Ça. Ouais, merci beaucoup, Captain. En toute amitié. Ouais, bien évidemment. Allez, la compo de Lens Foot. Regardez, donc Kalimwendo qui prend la place de Simon Banza avec Sotoka devant. On a Kakuta, Fofana, Doucouré, milieu de terrain. Donc ensuite, on a Klos et Bourra. Et puis Medina, Badé, Grady et Leka. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Pour clôturer ce Lens Foot, on y va. Ok. Calmez-vous, hein, pas tous en même temps. Non, c'est une bonne compo. Allez, t'as tes 3 défenseurs centraux, c'est logique. Tes pistons, y a pas de problème. Ton mieux, tu mets celui qui était à Reims, qui a été performant. Ouais. Devant, tu mets Sotoka, Kakuta et puis Kalimwendo. Ça tient la route. Et puis, c'est un peu dans la logique de ce que fait Franck au niveau des changements et des rotations. Donc, voilà. Franck moi, tout à fait d'accord avec tout. Ok. Sauf que, tu vois, Bourra, je l'aurais fait rentrer à la place de Silla au dernier match. C'est tout. Ah, au dernier match. Ouais, dernier match. Ouais. Mais c'est la seule chose. Moi, j'aurais dit Bou comme toi, en fait. Moi, c'est mon interrogation. de toute manière. Moi, je pense que Bourra devrait être beaucoup plus souvent titulaire. Mais bon, voilà, ça, c'est. Je suis pas Franck Hez. Après, Aïdara a fait son match. Hein, ouais. Rémi. En fonction des formes du moment, je trouve que c'est la meilleure compo. Ouais. Johan. Pareil, cohérence, voilà, et ça me paraît logique. Et bon, on verra si Franck Hez regarde Lens Foot ou pas. On y va pour votre prono, les amis. Prochain match contre Dijon, c'est parti pour clôturer ce Lens Foot. Franck Quedru.
C'est où déjà le match? C'est à Lens, contre Dijon. Oh, il réfléchit. Ouais, je vois bien un petit 2-0. 2-0. Eric Sicora. 3-0. 3-0. Rémi Buzine. 4-0. Et ça monte. Et ça monte. Johan, Vanita 5-0. pour You. Vas-y. Non, Johan, mais, 5-0. tu sais que si tu joues comme ça, tu peux vraiment mettre une valise. Hein, si... Ouais, mais attends. Johan, vas-y. Non, mais essaye d'influencer parce que je sais qu'ils vont faire 2-0. J'ai déjà vu le match. Alors attends, 3-0. moi j'ai eu les pronos. Alors j'ai eu les pronos des autres. On a quoi? On a. Alors attendez. 7-0, nous dit Guillaume Gilet. Non, Guillaume Gillet, il nous pronostique. 4-4. Il nous pronostique un 2-0 pour Lens. Walid Mesloub, qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme message? Walid, il dit 2-0 également pour Lens. Et Sylvain Charlet, d'ailleurs, il fait une bise à tout le monde. Il en profite, voilà, pour passer un petit coucou. Sylvain, qu'est-ce qu'il me dit? Donc voilà, bise à toute l'équipe. 3-0 poteau, le match du maintien officiel face à un Dijon. Tout un symbole. Allez, il a dit quoi, lui? Allez, ah oui, bah tiens, allez, qu'est-ce qu'il me dit? Allez, oh, ouais, bah allez, il s'envole, il est comme toi. 3-0, pareil que toi. Je mets 4. Allez, adjugé vendu. La dernière fois qu'on s'est enflammé comme ça, c'était Lens-Nice. Non, mais c'est vrai en plus. Avant le match, on était là à faire t'as raison. Il y a que toi qui t'es enflammé. T'as mis 4. Nous, on a mis 2. Normal. Ouais, mais je dis ça, voilà. Bon les copains, merci d'avoir été encore avec nous, merci à vous de nous suivre tout au long de la semaine. Vous continuez bien évidemment sur les réseaux sociaux, Lens Foot, Facebook, Instagram, on est partout, on est avec vous et sur YouTube. N'oubliez pas, si vous avez pris du plaisir avec ce Lens Foot épisode 20, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit coup sur le pouce bleu. Franck. Attends, j'ai reçu un petit message qui a l'air sympa. Je sais pas si tu vas réussir à le lire. Je t'aime comme un but de Lachor à Auxerre. Oh. C'est pas mal ça, pour la Saint-Valentin, c'est pas mal, c'est mignon. Ouais, le problème, c'est que c'est un mec qui m'a envoyé ça. Allez, salut les copains, merci beaucoup, merci Eric, Salut merci tout le Franck, monde. Salut, ciao. merci Ciao. Yo, Ciao. Salut. et merci Rémi, et surtout merci à vous de nous suivre chaque semaine. Salut, ciao.